a fait du prophétie. Eli Pada avait fait une prophétie depuis 3 ans et actuellement ça se réalise sur l'Iran. Regardons la vidéo. L'Iran va donner du fil à retordre aux Américains et tout le monde entier réfléchira sur le cas iranien. Ah! Yes! Ça, ce sont les paroles de notre prophète Eli Pada. Oui, 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 on met les cœurs pour notre prophète Eli Pada, oint de Dieu. Qui es-tu, prophète? Il avait prédit ça. Il y a peut-être de cela 2 ans ou 3 ans en arrière. Voilà, la prophétie s'est réalisée. Attachez vos ceintures parce que très bientôt, nous allons décoller en Côte d'Ivoire. Le Dieu que nous prions, c'est pas un Dieu de menteur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Homme de peu de foi, vous êtes découragés. Homme de peu de foi, levez-vous dans la prière. Oui, très bientôt, nous aurons notre délivrance, la délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous un peu, si on vient vous dire que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe du Monde. Regardez la joie de ça. Ça sera comme ça bientôt. Ah oui, les villes d'Abidjan seront bondées de monde. La Côte d'Ivoire, partout dans toutes les villes, les gens sortiront. Wow! Jésus a gagné. On va crier. Ouh. Alors, Trump, il pensait que c'était le Dieu, quoi. C'est-à-dire que quand ils finissent de fumer un peu la poupoune en poule, là, et puis ils prennent des décisions à la con, il allait sortir Maduro de son pouvoir comme un clochard. Il est parti en Iran, il a déjà le guide de plus de combien de personnes. Il pensait que c'était fini. L'Iran est sorti dans le dos. Il dit, hey, toi là, faut te calmer. On va tout ginzin. Actuellement, ils sont en train de tout ginzin. Tous les sites pétroliers. Parce que quand eux là, ils commencent leur guerre à 2 balles là, pour tuer la population là, ils pensent à leur intérêt. Hein. C'est à cause de leurs intérêts qu'ils font ça. Hein. Voilà. Mais cette fois-ci là, le monde entier parlera de cette guerre. C'est David et Goliath. Oui, 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 oui. Ça va rester dans les dents à jamais. Et comme cela, ça va leur servir de leçon. Et puis les Iraniens, là, ils disent qu'ils n'ont besoin de personne. Les papatos qui disent que Poutine, là, ils n'ont besoin de personne dans cette guerre-là. Ils gèrent la situation. Maintenant, Trump, il demande à ses ressortissants de rentrer. Ils vont rentrer où? Pour aller où? Il y a route. Actuellement, ils sont en train de bombarder là. Il n'y a pas route. Hein? En tout cas, moi, je supporte les Iraniens. Oui, 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 oui. Parce qu'à un moment donné, là, chacun doit gérer ses problèmes. Tu vas pas quitter, tu vas pas laisser ta cour sale pour aller balayer au cou de quelqu'un d'autre. Ah, leçon. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que bientôt, l'AES, vos bodas. Vos bodas. AES fort. Et Trump, tu vas envoyer une troupe au sol. Et je te conseille pas, hein. Mais voilà déjà. Iran est prêt pour vous. Et puis eux là, si vous faites pas attention à vos ressortissants, ils vont faire comme ça, hein. T'as ceux-là. Bref. En tout cas, il y a quoi à nos frères, à nos enfants africains qui sont dans l'armée américaine là. C'est vous que Trump va envoyer à l'abattoir. Et il y a quoi des... Ils sont nombreux comme ça, les Africains, là, dans l'armée américaine. En tout cas, on prie pour vous. Sinon, vraiment, ça là, c'est pas pour les enfants. C'est union de prière. L'Iran.
Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Oh, il ne m'écoute pas, il ne me croit même pas. J'ai pas besoin qu'il me croie. Je leur annonce ce que je suis en train de voir. Le Seigneur, en esprit, m'a donné de voir l'année 2023. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Depuis que je parle, c'est ça que je suis en train de vous dire. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. J'ai dit quoi? L'Iran va donner du fil à retordre au monde. N'oubliez pas ça. L'Iran. Cette année 2023, l'Iran sera dans la bouche de beaucoup de personnes. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Pour le monde, cette année 2023, les nouvelles, les choses que l'Esprit m'a donné de voir ne sont pas intéressantes. C'est comme une bombe qui a explosé. Une bombe d'après eux. Une bombe qui a touché une centrale nucléaire. Où là-bas, des trucs biochimiques sont faits. Qu'est-ce que je dis? Une bombe qui est descendue dans une centrale nucléaire. Je vois les nations sont en alerte. Une bombe laguée est tombée dans une centrale nucléaire. Mais c'est petit que Dieu va pousser ce monsieur à la faute. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute. Et où il va se rendre compte là? Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Pour voir. Alors donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Or, je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Oui. Ça va aller à sa destitution complète. Je l'ai dit. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCI-EDA. Parce que le PDCI-EDA va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend pas. Les signes annoncent la fin. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Je répète. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Cette année même. Cette année 2023 sur le Gabon. Il y a comme une brise qui passe sur le Gabon. Il y a comme un souffle, une air, un vent nouveau qui passe sur le Gabon. Vous avez vu pour l'Iran là, le prophète a dit que c'est en 2023 ça s'est passé. Mais ça s'est passé en 2026. Juste pour vous dire qu'une prophétie là, on peut mettre ça à la date et Dieu même lui-même il déclare ça à la date que lui veut. Voilà. Et puis, vous en voulez au prophète Eli Pada pourquoi? Vous lui en voulez pourquoi? Toi, le gros touffu là, tu en veux à Eli Pada par rapport à quoi? Parce que toi-même là, tu as dit que Eli Pada c'est pas un vrai prophète. Maintenant, c'est pas un vrai prophète, on savait ça il y a longtemps. Maintenant, tu comptais sur lui par rapport à quoi? C'est pas un vrai prophète, mais tu comptais sur lui. Vous lui en voulez par rapport à quoi? Il vous a dit, de verser, comment on dit, de verser du vin. Vous n'avez pas versé. Combien d'Ivoiriens ont versé le vin? Ça ne vous intéresse pas. Il vous a dit de jeûner. Combien d'Ivoiriens ont jeûné? Donc c'est normal que Dieu décale vos prophéties. Parce que vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Dieu a décalé, ça vous fait mal. Quand vous avez dit, vous êtes au Burkina. Plaignantez, va. Tu as dit, quand est-ce que Eli Pada va venir faire ton combat? Il dit, c'est jeûner Eli Pada. Quand c'est ça qui vous fait mal, là. Et ça, c'est ça qu'il prend pour vous d'allumer. Voilà, l'antichrist ne peut jamais dominer sur le Christ. C'est ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Et l'antichrist, on sait qui c'est. On est ensemble. Il donne la paresse. Bon, vous voyez toute la vidéo du prophète qu'il a mis là. Toutes ces vidéos, elles sont réalisées. Où il a parlé de PDCI. Il y a une mort qui a frappé. Bédier n'est pas mort là.
Ou bien c'est toi, tes parents là, qui ont dit ça et puis c'est arrivé. Hein? Où il a dit au Gabon que quelque chose allait se passer là. Que Gabon, là, le pouvoir allait changer là. Ça n'a pas changé. Dans la même année, ça n'a pas changé. Ça change dans la même année. C'est lui qui a pris Amla pour donner au Ligui, qui va venir faire coup de dedans là. Où il a dit qu'il y aurait une lettre de comment on dit, décision en France là, par rapport à Macron là, qu'il aura le mandat le plus respectueux du monde là. C'est pas arrivé. Le président qui aura le mandat le plus respectueux. C'est-à-dire c'est le seul président en France qu'ils ont giflé. Vous voulez quoi? Ou bien un truc. Jean, quand tu n'as rien à dire, tu veux monétiser ta page là. Vous devez monétiser vos pages pour vivre là. Vous êtes obligé de venir dire des anepsies, des conneries. Filet. Coucou, 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 mes love! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, regardez, je vais bien grâce à Dieu. Franchement, je vais hyper bien. Et là, je fais ma sortie ici. Pour un grand homme de Dieu. Un puissant prophète des nations. Celui-là aujourd'hui qui est injuré, celui-là aujourd'hui qui est indexé, celui-là que tout le monde, c'est-à-dire traite de tout et de rien. J'ai fait une vidéo pour vous dire de vous repentir. Vous pensez que c'est du jeu. Vous pensez que c'est de l'amusement. Tout ce qui se passe autour dans le monde entier actuellement. Cet homme-là, est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Il a parlé de ça, non? Je parle à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Ce prophète-là se prénomme Eli Pada. Cet homme-là, je dis aujourd'hui, je crois en son ministère. Et que tout ce qu'il a révélé comme prophétie, j'y crois. Parce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire, Dieu a commencé à toucher autour. Avant de rentrer même en Côte d'Ivoire. Je sors ici pour vous demander de vous repentir sérieusement. Pour ranger votre vie. Votre intimité avec le Seigneur. Parce que les temps sont graves. Eli Pada a parlé, le prophète Eli Pada a parlé de ce qui se passe actuellement aux États-Unis là. Où tout le monde a les oxymores, les nina, les choses, comment on appelle ça, mais sous les de Paris, ils parlent de ça. C'est une réalité. Eli Pada a parlé de ça. Vous discernez comment? Vous observez comment? Vous comprenez comment? Peuple de Dieu, sortons de la distraction. Vous voyez que tous ces buzz là, qui sont en train de venir là, c'est pour nous distraire. On doit rester focus dans la prière, dans l'évangélisation. S'il vous plaît, Jésus est à la porte. Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Vous, avant ça même là, vous avez vu ce qui s'est passé en Israël. Vous n'êtes pas dupes. Prophète Eli Pada a parlé de ça. Nous sommes en train de voir l'accomplissement. Sortez de la distraction. Évitez de vous concentrer dans les caleçons et dans les quoi des autres. C'est pas ça là qui va vous sauver. En tout cas, prophète Eli Pada, tu as tout mon respect. Tu as tout mon respect. Quel que soit le temps que ça va prendre, moi, il y a le regard fixé sur Dieu. Je prie pour ma famille. Au jour d'aujourd'hui, moi et ma famille, on a une cellule. On ne dort pas. Parce qu'on ne veut pas perdre le salut. Tu as toutes ces choses-là. Le matériel, l'argent, les hommes, la femme. Tout ce que tu veux. Mais si tu perds ton salut, c'est là que tu vas comprendre que toutes ces choses-là, c'est vanité de vanité. Juste vous interpeller pour vous faire comprendre que tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, autour de nous dans le monde là, c'est un signe très fort. À bon attendeur, salut. Mes love, commentez, partagez. On fait que ça puisse toucher beaucoup de familles.
les familles, commencez à créer des cellules de prière chez vous à la maison. Même si c'est 30 minutes de prière, même si c'est 1 heure, je vous supplie de ranger votre vie. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Vraiment, au dernier jour, on ne va pas connaître papa, maman. Le salut, il est personnel. À bon attendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Bye. La guerre échappe aux impérialistes israélo-américains. On dit souvent qu'on sait comment commence une guerre, mais on ne sait pas comment elle finit. Ce que nous observons depuis maintenant 3 jours au Moyen-Orient, dans le duel entre la coalition occidentale dirigée par Israël et les États-Unis et la République islamique d'Iran, ce que nous observons, c'est un véritable combat entre David, le petit David, et Goliath, l'immense, le grand Goliath. Dans la métaphore biblique, eh bien, David, qui défendait le peuple d'Israël à cette époque-là, eh bien, s'engage à affronter un géant philistin, qui s'appelait Goliath. Goliath est armé d'un javelot, il est armé d'un bouclier, il a pratiquement 3 mètres de taille, il doit faire pratiquement 200 kilos de muscles sans graisse. Le géant Goliath se dresse devant le petit David, qui lui, vêtu de peau de berger, a simplement dans les mains un petit lance-pierre. Lorsque la scène du combat entre le héros, eh bien, du peuple israélien antique, David, et le héros des Philistins, le géant Goliath, quand cette scène se met en place, tout le monde sait, tout le monde pense, tout le monde est convaincu, comme dans un match entre le Real de Madrid et le Football Club de Badalabougou, tout le monde croit, tout le monde sait que c'est très clair, et bien tout naturellement, David va se prendre une pâtée, David va se faire écraser. On voit vraiment cela comme l'organisation d'un combat de boxe entre un poids lourd du style Mike Tyson au sommet de sa forme et un combattant de poids plume. Si vous-même vous prenez le meilleur des combattants de poids plume et puis vous l'envoyez boxer contre un combattant de poids lourd, vous avez organisé un homicide. Donc, sur la ligne de départ, lorsque les États-Unis, avec leur immense armada et leur patron, parce que Israël c'est le patron des États-Unis, hein, leur petit patron Israël, parce que paradoxalement, la relation israélo-américaine est une relation perverse. C'est le petit qui commande le grand. Parce qu'en fait, c'est le lobby juif américain qui contrôle la politique américaine. C'est le lobby israélo-américain là qui contrôle la politique américaine. Il s'ensuit que le petit État d'Israël que vous voyez là, il est le patron des États-Unis. C'est une alliance dans laquelle, en réalité, le mari, ce n'est pas celui qu'on croit. Le mari n'est pas celui qu'on croit dans cette alliance-là, entre ces deux-là. Il y a le top et puis il y a le bottom dans cette alliance perverse. Et celui qui est au-dessus, eh bien, c'est en réalité Israël. C'est Netanyahou qui donne des ordres à Trump. J'ai donné une conférence il y a quelques heures pour vous expliquer la complexité de la relation entre Bibi Netanyahou, alias Satanyahou, et Donald Trump. En réalité, Donald Trump est tenu à travers le dossier Epstein, et ce sont les espions du Mossad israélien qui ont les dossiers chauds, qui ont le macabo de Donald Trump. Voilà pourquoi, grâce à ce dossier Epstein, eh bien, Bibi Netanyahou tient Trump. Israël tient Trump. Et c'est Israël qui a amené Trump à la guerre. Littéralement, comme on amène un bouc récalcitrant pour l'égorger. Trump ne voulait pas faire cette guerre. Il ne l'aurait pas faite s'il n'était pas, en réalité, otage d'Israël, s'il n'était pas pris dans le chantage d'Israël, Israël qui détient sur Trump des dossiers brûlants, notamment comme ceux de l'affaire Epstein. Bon. En tout cas, sur la ligne de départ, il y a 2 jours, la coalition israélo-américaine, qui plus est soutenue par tous les autres pays de l'OTAN, à l'exception peut-être de la Turquie, à l'exception peut-être de l'Espagne, qui ont marqué leur réticence. La Turquie est membre de l'OTAN, hein, mais elle a marqué beaucoup de réticence. Elle a exhorté les États-Unis et Israël à ne pas attaquer l'Iran. De la même façon,
l'Espagne a refusé que les États-Unis utilisent son territoire pour attaquer l'Iran, même pour combattre contre les Palestiniens. Ce sont des choses qu'il faut souligner. Le Premier ministre espagnol et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sont pourtant à la tête de pays membres de l'OTAN, ont refusé que leur territoire serve de manière explicite de point de départ pour attaquer les Palestiniens ou pour attaquer les Iraniens. Mais qu'est-ce que je veux dire? Sur la ligne de départ, tout le monde était presque sûr que en une journée, voire en deux, pas plus, les États-Unis allaient écraser l'Iran. Qui plus est avec le soutien d'Israël, Israël dont l'armée est présentée comme invincible, selon une certaine propagande qui date de la période de la guerre du Yom Kippour en 1973 contre plusieurs pays arabes. Eh bien, a priori, le match était plié. Les États-Unis et Israël étaient dans la position du Real et l'Iran était dans la position de Football Club de chez moi à Badalabougou. Ok, d'accord. Très bien. Sauf que quand le match a commencé, on s'est rendu compte que, en fait, la coalition américano-israélienne, et c'est une coalition qui est un géant au pied d'argile, c'est un véritable Goliath. Elle a beau être musclée, elle a beau être géante, elle a beau être puissante, et même paraître très puissante, elle est très faible. Et quels sont ses points faibles, cette coalition? Là, cette guerre entre l'Iran et le couple israélo-américain nous permet de bien voir les failles de la puissance occidentale en général et américaine en particulier. Quelles sont les failles? Première faille, on découvre que les Américains ont un retard en technologie militaire. Ça, froulaï. On découvre que les Iraniens, par exemple dans le domaine des missiles balistiques, que les Iraniens ont une technologie plus développée que la technologie israélienne, que la technologie américaine. Par exemple, les Iraniens ont des missiles qui, une fois qu'ils arrivent dans la zone où ils doivent frapper, multiplient leur tête, de telle façon que les batteries antimissiles ont l'embarras du choix. Le missile part, il est il voyage sur 1000 km. Quand il arrive à l'endroit où se trouvent ses cibles, le missile se diffracte en une vingtaine, une quinzaine, parfois même une cinquantaine de petits missiles qui s'éparpillent dans l'espace. Or, le fameux dôme de fer, le système antimissile américain, il est fait pour frapper un missile à la fois dans une zone relativement limitée. Donc, ce système se retrouve débordé, pris au dépourvu, parce que quand les missiles iraniens arrivent, on croit qu'il y en a un, mais au moment où il arrive vers sa cible présumée, il se démultiplie en une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de missiles. Il s'éparpille dans plusieurs directions et la défense antimissile est obligée de choisir seulement un ou deux de ces nombreux missiles qui pleuvent. Tous les autres passent. Donc, lorsque par exemple, un missile iranien arrive et qu'il se démultiplie en 20, en 30, en 40 petits missiles, la barrière antimissile américaine ou israélienne parvient seulement à éliminer 2 ou 3 de ces missiles. Il y en a 37 qui passent, il y en a 47 qui passent, il y en a 17 qui passent. Ce qui produit des dévastations énormes. Des dévastations énormes. Comparées à celles que les Iraniens subissent de la part des Israéliens et des Américains. Premier point, le retard technologique américain, le retard technologique israélien, cela remet complètement en cause l'illusion dans laquelle on était, que l'Amérique était encore vraiment la toute première puissance militaire et technologique du monde. Ce n'est plus véritablement le cas. Deuxième élément qu'on découvre, avec la faiblesse de la coalition américaine, ce qu'on découvre, c'est que la supériorité aérienne américaine, qui est supposée être écrasante, une supériorité aérienne et une supériorité maritime, grâce notamment aux porte-avions qui sont en croisière, accompagnés de navires protecteurs, cette supériorité aérienne et maritime, américaine, elle est limitée par la vulnérabilité des pilotes et la vulnérabilité des navires de guerre américains. J'ai écouté tellement de reportages sur l'affaire que j'ai fini par, à mon avis, découvrir
le point faible de toute l'armada américaine. Le point faible de toute l'armada américaine, c'est qu'elle est dépendante de systèmes de radar. Elle est dépendante de systèmes de radar qui permettent non seulement d'identifier correctement l'ennemi pour le frapper, mais qui permettent aussi, tout naturellement, de se protéger des attaques de l'ennemi. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez face à vous une puissance comme celle de l'Iran qui est capable de brouiller vos radars? C'est-à-dire de faire que les radars qui sont sur les navires américains ne voient plus. Les radars qui renseignent les avions américains ne voient plus. Les radars satellitaires qui sont supposés renseigner les troupes américaines au sol ne voient plus. L'Iran a manifestement acquis la capacité de rendre les navires américains aveugles, de rendre les avions américains aveugles, de rendre les radars américains aveugles. Et l'Iran a repéré les principaux radars américains au sol, au Moyen-Orient, et est en train de les détruire les uns après les autres en utilisant sa stratégie de pluie de missiles. La stratégie de pluie de missiles. Donc, voilà un deuxième point. La toute-puissance, aérienne, la toute-puissance navale américaine est contrecarrée par le brouillage radar iranien. Les Iraniens ont rendu les navires et les avions américains aveugles. Rien que hier, ils en ont abattu 3. Ils ont abattu 3 avions américains. Et ils sont pratiquement en train d'endommager plus de 10 navires de guerre américains. Au point que le célèbre porte-avions américain, le Lincoln, est désormais menacé. Et la quasi-totalité des bases militaires américaines sont en train d'être déménagées. Les soldats américains sont en train de décamper de toutes les bases qu'ils occupaient parce que la stratégie de la pluie de missiles, doublée par l'aveuglement du système radar américain, rend difficile la défense des positions. Vous avez entendu l'ordre qui a été donné par les États-Unis d'Amérique à l'ensemble des citoyens américains de plus de 14 pays du Moyen-Orient de partir. C'est du jamais vu. Jamais les États-Unis n'ont appelé les citoyens américains dans 14 pays, dans toute la région du Moyen-Orient, de partir. C'est bien là un aveu d'impuissance. C'est parce que Donald Trump reconnaît qu'il n'est pas capable de protéger les troupes américaines. Il n'est pas non plus capable de protéger les populations civiles américaines au Moyen-Orient qu'il sonne la retraite. Et ça, c'est le deuxième point faible sur lequel l'Iran est en train de gagner la guerre. Il y a un troisième point faible. Il y a un troisième point faible de la coalition américano-israélienne. C'est que c'est une coalition qui est incapable de descendre au sol. C'est-à-dire d'envoyer des fantassins sur le sol iranien. Parce que l'expérience qu'elle a eue, cette coalition, lors de la guerre du Vietnam, l'expérience qu'elle a eue lors de la guerre, en Afghanistan, lors de la guerre d'Irak, l'expérience qu'elle a eue même lors de la guerre en Somalie, c'est une expérience extrêmement négative. Les troupes américaines ne descendent plus au sol, depuis qu'elles savent que quand elles descendent au sol, elles n'ont plus de supériorité systématique sur l'ennemi, et elles sont confrontées à un ennemi qui, au niveau moral, au niveau psychologique, est énormément plus déterminé que les joueurs de PlayStation de l'armée américaine. Donc, on voit qu'il y a bien là une troisième faiblesse. Les États-Unis se contentent jusqu'ici d'une campagne de bombardement aérien, de bombardement à distance, parce que en projetant des troupes au sol, ils vont se retrouver dans une situation de corps à corps avec les gardiens de la révolution. L'Iran, c'est quand même presque 100 millions d'habitants, et la plupart de ces habitants sont radicalement déterminés à en découdre avec la coalition israélo-américaine. Si les États-Unis descendent au sol, les pertes en hommes seront tellement sévères que l'opinion américaine va se retourner contre Donald Trump et ce sera un nouveau Vietnam, une nouvelle désillusion. Voilà le troisième point faible qui fait que la guerre est en train d'échapper aux Américains et aux Israéliens. Et il y a un quatrième point sur lequel ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. Observez bien ce qui se passe. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. La quasi-totalité des réseaux sociaux mondiaux sont inondés de communication en faveur de l'Iran. Et ça, l'Iran n'a payé personne pour cela. Regardez simplement, par exemple, les réseaux sociaux africains. Dans la plupart des pages Facebook, YouTube, TikTok, que l'on peut regarder ici en Afrique, la plupart des internautes africains sont friands des informations sur les victoires symboliques de l'armée iranienne contre les États-Unis et contre Israël.
Il y a des images des frappes américaines contre l'Iran. Il y a des images des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Elles existent. Mais ce ne sont pas les images les plus partagées. Oui, vous qui m'écoutez, vous êtes maintenant près de 20 000 personnes au total. Quand vous allez sur Internet, vous voyez une image, comment les Américains ont bombardé, je ne sais pas, telle ou telle installation en Iran. Puis vous voyez une autre image, comment les Iraniens viennent de bombarder telle ou telle installation en Israël, ou viennent de détruire un camp militaire américain. Quel est votre réflexe? Est-ce de diffuser l'information qui montre l'Iran en position de faiblesse, ou de diffuser l'information qui montre les États-Unis et Israël en position de faiblesse? Le réflexe mondialement le plus répandu, c'est de mettre en valeur les images de la faiblesse américaine et israélienne. Pourquoi? Parce que le monde en a marre de ces criminels. Le monde a marre des crimes impérialistes américains et israéliens. Ils ont passé toutes les limites. Ils ont franchi toutes les lignes rouges. Plus personne ne peut honnêtement supporter ces gens. Donc, tout ce qui leur arrive sur le théâtre d'opération, en termes de défaite, la moindre égratignure qu'ils subissent réjouit la planète tout entière. Voilà pourquoi sur le terrain de la communication, les États-Unis et Israël ont perdu la guerre. Parce que l'opinion mondiale ne retient que les coups qui leur sont portés. L'opinion ne regarde même plus les coups qu'ils portent. Les coups qu'eux ils portent là, à l'Iran, et qui sont des coups terribles. L'opinion dit, ça fait partie du sacrifice. Mais ce qui intéresse l'opinion, c'est les coups que l'Iran, les coups extraordinaires que l'Iran porte aux États-Unis et à Israël. Et ces coups, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance même au monde, n'avait réussi à frapper de manière aussi systématique et générale les États-Unis et tous leurs vassaux du Moyen-Orient. Jamais cela n'était arrivé. Jamais cela n'était arrivé. Donc, défaite médiatique américano-israélienne. Voilà. Voilà ce qui fait donc que la guerre leur échappe. Enfin, il y a un cinquième domaine dans lequel la guerre leur échappe. Israël et les États-Unis ont perdu le soutien même de toutes les institutions internationales dans lesquelles ils ont encore le droit de veto. L'ONU, même l'ONU a été contrainte de se déclarer contre Israël et les États-Unis. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale qui recherche Benjamin Netanyahou ne peut plus soutenir Israël. Donc sur le plan diplomatique, les États-Unis et Israël sont désormais les parias des relations internationales. D'ailleurs, Donald Trump a dit que pour lui, le droit international n'existe plus. Et par là, il est rejeté de toute humanité civilisée. Tout être humain qui vous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait du droit international, eh bien, c'est un barbare, c'est un sauvage. Il n'est pas digne de vivre dans l'humanité. Car le droit international, c'est le minimum requis. Même quand ce droit est injuste, même quand ce droit est imparfait, il est nécessaire qu'il y ait du droit international pour que nous, les êtres humains, nous ne vivions pas comme des bêtes sauvages. Sans le moindre droit international, l'espèce humaine retourne complètement dans ce que Thomas Hobbes a appelé l'état de nature. Où homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, les États-Unis et Israël sont devenus les parias des relations internationales. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin soulignait que les États-Unis et Israël vont regretter d'avoir piétiné, d'avoir bousillé et bafoué le droit international. Car désormais, le monde entier considérera qu'on peut leur porter tous les coups, que tous les coups sont permis contre eux. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont ouvert un immense boomerang contre eux. Plus personne ne peut les couvrir. Vous voyez même la peine dans laquelle se trouvent les alliés européens traditionnels des États-Unis. Bien souvent, quand les États-Unis agressent un pays innocent, les puissances occidentales, en général, les Européens se rangent mécaniquement derrière les États-Unis. Mais là, c'est un soutien mou. C'est un soutien mou. Parce que comment soutenir Trump, qui, il y a à peine un mois, voulait arracher le Groenland? Les Européens se souviennent que ce type-là s'est levé un matin, il a dit qu'il veut prendre le Groenland. C'est le même type qui est en train d'attaquer l'Iran. Comment peuvent-ils espérer, les Américains et les Israéliens, avoir un soutien véritable des Occidentaux, alors même qu'ils ont menacé les Occidentaux de les exproprier de leur territoire, alors même que l'Occident est en réalité une colonie militaire américaine. L'Occident est militairement occupé par l'armée américaine. Vous pensez que tout cela va sans ressentiment? Vous pensez que les Allemands qui naissent, qui grandissent, qui vivent là, ils sont contents?
de voir leur pays toujours sous occupation militaire américaine, 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale? Vous pensez que ça les amuse? Ça ne les amuse pas du tout. Il y a un ressentiment anti-américain. Il y a un ressentiment anti-otanien très important dans le monde occidental. Et vous avez vu comment l'Occident a été instrumentalisé. Il a été sacrifié dans le projet de déstabilisation de la Russie à travers l'Ukraine. Vous avez vu comment les pays occidentaux ont sacrifié leurs économies pour le voyou, le bandit, l'escroc, le petit néo-nazi de Zelensky. Vous avez bien vu. Donc l'Europe a tellement été humiliée par les États-Unis. Elle a été tellement piétinée par les États-Unis, sans oublier toutes les moqueries personnelles que Trump a infligées aux principaux dirigeants européens, à commencer par, eh bien, le très incompétent Macron. Donc il n'y a même pas cette solidarité diplomatique mécanique, ce grégarisme traditionnel des Européens.